Ce ne sont ni l'exercice du pouvoir, ni la personnalité des chefs de l'État qui, dans ces années 90, ont changé, mais la nature même de cette solitude qui les caractérise. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. Prenez où? Plus éloigné qu'hier de la réalité, mais plus au fait de son actualité, jamais président de la Ve République n'a été si entouré, si conseillé, si enfermé aussi. Tour à tour admiré, puis conspué, dédaigné et même insulté, il se protège désormais, au risque d'être encore un peu plus isolé. Mes chers compatriotes, en élisant une majorité nouvelle, très importante, à l'Assemblée nationale, vous avez marqué votre volonté d'une autre politique. Cette volonté sera scrupuleusement respectée. Le gardien, désormais fidèle des institutions de la République, va maintenant devoir affronter une solitude plus tragique que politique. Dans cette nouvelle et inévitable cohabitation qui commence, François Mitterrand est un homme brisé qui lutte en secret, un chef de l'État certes respecté, mais plus retiré que jamais. Chez François Mitterrand, depuis le début, depuis sa jeunesse, il y a toujours eu un espace qui n'appartient qu'à lui, dans lequel il est seul si on veut, mais c'est pas une solitude pleurnicharde ni souffrante, c'est pas une punition. C'est une condition nécessaire de la liberté, de l'intégrité, de la personnalité, de son rapport aux autres. Plus cette personnalité, dans le cas de Mitterrand, est engagée dans la vie sociale et politique et le pouvoir, plus lui, François Mitterrand, a besoin de cet espace de solitude. Cette année-là, c'est la mort qui frappe à la porte. Des morts qui en disent long sur les abysses de silence et de solitude qui règnent au palais. 2 suicides, dont un à l'Élysée, celui de François de Grossouvre, mais aussi celui du fidèle Pierre Bérégovoy, un certain 1er mai 1993. Comment ne pas se sentir dévasté, ravagé, pire encore, dépouillé de ses amitiés qui lui ont aussi permis d'aller jusque-là. Mon père, lors du suicide de Bérégovoy, était effectivement très meurtri. Et je crois avoir aperçu une larme sur son visage, alors qu'il ne pleurait absolument jamais. Pierre Bérégovoy est mort en fin d'après-midi après s'être tiré une balle dans la tête à Nevers, la ville dont il est maire. Les circonstances de ce drame sont encore mal connues selon certains témoignages. Il aurait demandé à son chauffeur de le conduire sur les berges d'un canal où il aurait mis fin à ses jours avec l'arme de service de son garde du corps. Il était vraiment habité par une grande déchirure et par un grand sentiment d'injustice. Et donc ça a été très très dur. Mais parce que à ce moment-là, la mort s'est invitée dans un champ qui est hyper violent, qui est celui de la politique, mais qui est censé rester à un niveau de violence symbolique. Sauf que là, il y avait quelque chose de réel tout à coup qui a fait intrusion. Et vraiment, moi, je l'ai vu abattu, quoi. Que se passe-t-il dans la tête de ce chrétien laïque acculé à la vindicte? Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie. Cet homme qui ne cesse de rechercher dans l'observation minutieuse d'autrui, dans les mots, les siens comme ceux des autres, une explication au mystère de sa propre existence. À qui peut-on bien se confier quand la fonction se drape jusqu'au cœur d'une cathédrale? Ou à 10 000 pieds d'altitude, avec un médecin personnel aussi muet qu'affairé. Mitterrand, je pense qu'il y a eu énormément de solitude dans la maladie. Parce qu'il partageait ce secret-là avec très peu de gens. C'est trop intime. Il y a quelque chose de presque d'incestueux à dire sa souffrance. Et ne pas parler de sa maladie, ne pas évoquer sa souffrance et donc ne pas la partager, ça rend seul. Est-ce que vous souffrez encore aujourd'hui, j'ai envie de dire chaque jour?
Ça ne vous regarde pas, ça. Écoutez, il y a en France à l'heure actuelle des dizaines de milliers de personnes qui sont atteintes du même mal. Quand je pense à la somme de leurs souffrances, je préfère me taire sur les miennes, car je ne suis pas l'un de ceux qui sont le plus durement atteints. Il y avait des périodes quand même de souffrance dingue. Moi, je me souviens d'une interview que j'ai faite, c'était de, je sais plus, février-mars 1995. L'interview se passe très très bien. Il est détendu, plaisante, et brusquement il fait « Ah !» Et l'interview, il a continué dans son bureau. Il y avait une chaise longue, une grande chaise longue devant son bureau. Il s'est assis là, et puis il donnait l'interview en se tortillant comme ça. Et là, c'était vraiment l'image même de la solitude. On dirait que ces 2 ans qui le mènent jusqu'à l'échéance sont ciselés par ce dernier défi qui le tient en vie, vaincre la mort de son vivant. Tandis que de l'autre côté de la Seine, une guerre de succession digne d'un mauvais polar se prépare et accapare toutes les attentions, le quotidien de cet homme est désormais une parade solitaire pour, à Belle-Île ou à l'ONU, à l'occasion d'une commémoration en Normandie ou à Berlin, auprès de ses livres comme de ses amours, faire en sorte que le pouvoir, avec élégance et distance, le protège du désastre annoncé. Est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui plus seul que jamais? On me le disait quand je me suis présenté en 1965 contre De Gaulle, et je me suis trouvé tout seul avec 11 millions de gens. Je pense qu'il y a des millions de Français qui gardent un souvenir très fort de ce que nous avons vécu ensemble. D'abord, il faut bien voir que les gens de pouvoir, ils détestent la solitude. D'abord, ils détestent la solitude comme projet, puisque leur projet, c'est d'être utile au plus grand nombre. Donc, ils sont à la fois dans une sorte de mission altruiste, donc l'inverse de la solitude, et en même temps, ils prennent un pied pas possible à exercer le pouvoir pour eux. Donc, il y a déjà une contradiction vis-à-vis de la solitude. Bonjour madame. Il y a la gardienne de l'église. Bonjour madame. Super, c'est super. C'est bon? Marchez. Bonjour. Jusqu'à son élection de 1995, c'était la France d'en bas qui le nourrissait de cette allégresse si exubérante, de cet appétit inassouvi de conquête. J'aime toutes les bières, légères et blondes. Pas de place pour une solitude qui invite à la distance et aux égards. De la proximité, encore et toujours de la proximité. De la fougue aussi, quand il faut haranguer, rigoler, estomaquer. Dès son élection, c'est un cas particulier, dès son élection, il était déjà un peu seul. Pourquoi? Il venait de vivre l'histoire Balladur, où des gens extrêmement proches étaient passés dans l'autre camp parce qu'ils avaient vu les sondages et ils pensaient que voilà, ça allait être Balladur. Chirac est un conquérant par nature. Donc, évidemment, lorsque vous avez conquis l'objet de votre convoitise ou de votre désir, le plaisir est moins grand. Mais maintenant que Jacques Chirac gère la France d'en haut, le voilà prisonnier d'un palais muré, d'un verbe sophistiqué, mais aussi d'autres proximités plus ou moins obligées qui vont transformer sa solitude en souffrance masquée. Il les aura tous écoutés, il aura soupesé tous les arguments, mais c'est finalement seul que Jacques Chirac devrait prendre, peut-être dès ce lundi, la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. La déception que Jacques Chirac a pu éprouver de l'exercice solitaire du pouvoir, peut-être que on peut la trouver dans le résultat de la dissolution de 1997. Sur un mandat qui dure 7 ans, il va voir la Dream Team de la gauche plurielle réussir. Il comprend qu'il se condamne déjà à la cohabitation et qu'il devra nommer un Premier ministre de gauche. Et quel ennui, quel ennui.
Sourire forcé, gestes maîtrisés, tout y est pour prêter le flanc à la pitié. Une sorte de lassitude est en train de le gagner, lui qui, au fond, et malgré ses déconvenues, inspire aux Français plus de sympathie que d'admiration. Et être le président de la République française qui a eu la chance de vivre cet instant et qui a vu ainsi couronner notamment un certain nombre. Pire encore, depuis son étrange réélection de 2002, Chirac semble vivre l'exercice du pouvoir comme une besogne, une corvée que seul le sens du devoir rend encore supportable. Mais aussi de neutralité. Les rictus du visage, comme les serrements de mains protocolaires, semblent frapper du sceau de la fatigue, voire de l'épuisement. Sauf quand, à la surprise de ses proches et de ses concitoyens, il décide, seul, de faire d'une intime conviction un acte de courage diplomatique. Le pouvoir de représenter son pays à l'étranger et de jouer un rôle, se battre pour la paix, ça l'intéressait beaucoup. C'était sa motivation, c'était son ressort. Donc là, il y a vraiment la conviction, je dirais la conviction, comme on dit, chevillée au corps. La guerre est toujours la sanction d'un échec. Serait-ce notre seul recours? Quand il décide en 2003 de ne pas engager la France dans un conflit contre l'Irak et de ne pas se ranger aux côtés des États-Unis, c'est une décision extrêmement lourde. L'Irak ne représente pas aujourd'hui une menace immédiate telle qu'elle justifie une guerre immédiate. Il connaît très très bien, et depuis son enfance, c'est sa force, il connaît bien le Moyen-Orient, il en connaît la culture. Il connaît très bien toute cette région du monde, il connaît ses dirigeants, et donc il ne veut pas que s'ouvre la boîte de Pandore. Donc il fait très très vite la jonction d'un pays qu'il aime, les États-Unis, qui sont en train de se tromper radicalement, et avec des dangers qui sont considérables pour le monde. Il prédit tout ce qui va arriver, d'ailleurs il le dit à Bush. Cette décision-là, c'est sa décision. On le pousse. Notamment Nicolas Sarkozy voudrait qu'on intervienne en Irak. Il voudrait envoyer des soldats. J'ai rarement vu le président Chirac prendre seul contre tous et avec une forme de décontraction profonde, parce qu'avec la certitude qu'il avait raison, une décision contre la totalité de son entourage. Celui que l'on croyait incapable de décider sans calculer ni recalculer se révèle, là, non seulement stratège, mais visionnaire. Le pouvoir, c'est d'abord la responsabilité. Et la responsabilité, elle ne se partage pas. Même quand un responsable politique ou un chef d'État a une équipe, dans les moments les plus importants, c'est toujours lui et lui seul qui assume et qui décide en dernier recours. Et c'est ça qui peut donner l'impression d'une solitude. La solitude peut être le mot juste, parce que aucun de ceux ou de celles qui, aussi proches qu'ils soient, aussi intimes, ne se trouve là au moment où, dans la tête, dans le cœur ou dans les tripes, se fait le basculement vers la décision. Pas certain qu'il prit la bonne ce jour de l'année 2005 où, résolu mais anxieux, il appela au référendum sur l'Europe. Jacques Chirac savait qu'il lui fallait user de son verbe, désormais caricaturé, pour convaincre et emporter le combat. Pas sûr que cela fût compris. Chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, nous arrivons au terme d'un débat démocratique exemplaire. Ensemble, depuis des semaines, nous parlons de la France et de l'Europe. La Constitution européenne était quelque chose de tout à fait majeur pour lui. Il s'y est engagé personnellement. Et il y a un moment, il a compris que les Français n'allaient pas suivre. Il a compris que quelque chose était en train de se passer et ça s'est focalisé sur cette émission avec les jeunes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le Président, bonsoir. Nous voilà donc ensemble pendant 2 heures pour une émission tout à fait singulière et très très attendue, puisque un chef de l'État qui dialogue avec des jeunes adultes, c'est très rare, c'est même une première. Et là, j'ai vu ce que j'ai jamais vu.
avec Jacques Chirac. Je l'ai vu d'abord se refermer sur lui-même. Il sentait que quelque chose n'allait pas et quelque chose probablement est en train de lui échapper. C'est-à-dire ce dialogue qu'il faut avoir entre le chef de l'État et la nation, ce fil était rompu. Et ça, il le sentait physiquement. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais la question d'Alexandra, c'était pourquoi une constitution? Parce que... J'y arrive, Monsieur Vogel, je le comprends. Nous avons compris qu'il fallait que je sois plus bref. Mais c'est pourtant l'essentiel et c'est le cœur du débat d'aujourd'hui. Et... Alors, vous n'avez pas suffisamment lu, vous pourrez reprendre la Constitution telle qu'elle l'envoie. Puissance politique aujourd'hui, au sein qu'on cesse de dire des contre-vérités. Parce que c'était fabriqué ailleurs. C'est pas désastreux, naturellement, mais enfin qui est... Je dois aussi rien excusez, à Monsieur le Président, mais je ne suis pas convaincu par votre réponse. Tout ceci me paraît tout à fait étonnant. Mais et ce qui me fait encore plus de peine, c'est le pessimisme. Et je vais vous dire très franchement, je ne le comprends pas et ça me fait de la peine. Après l'émission pour les jeunes, après l'échec du référendum, ce qui était palpable, et ça ne s'est jamais cicatrisé, c'est une blessure profonde. C'est aussi le moment où les Français découvrent l'existence de ce jardin intérieur si secret. Jusqu'alors, Jacques Chirac allait sur la pointe des pieds célébrer des cultures et des univers si étrangers au commun des mortels qu'il faisait ricaner ses concitoyens. Je pense que Jacques Chirac, d'abord, est un homme qui a toujours aimé les éruditions exotiques et pointues. Il a toujours eu le goût de devenir savant, entre guillemets, dans des domaines qui, pour parler comme un élève, ne sont pas au programme. Et ça, c'est une conviction essentielle de Jacques Chirac. C'est que l'Europe n'est pas seule, les Européens ne sont pas les seuls au monde, que le principe d'égalité entre les hommes s'applique entre les peuples, entre les civilisations à travers le monde. Ce goût pour ce qui est différent de lui-même l'a amené à s'intéresser, mais très profondément, à ce qui n'est pas le peuple français, en quelque sorte, à ce qui est autre chose, à ce qui n'est pas les racines judéo-chrétiennes dans lesquelles, finalement, fonctionne notre système politique. Et progressivement, il s'est construit ce qui est devenu, finalement, une forme de monde personnel, dans lequel, d'abord l'Asie, puis ensuite l'Afrique, puis ensuite le monde sibérien, par exemple, sont entrés et ont pris une place de plus en plus grande. Un jour, Jacques Chirac m'appelle un samedi. Le samedi, en général, je vais faire un tour chez les marchands d'art primitif et me dit j'ai vu un objet de l'île de Pâques dans la vitrine d'un marchand. Il faut que tu ailles le voir. C'est quelque chose de formidable. Et je sentais que Jacques Chirac était de plus en plus heureux d'avoir créé cette espèce de contact entre le musée, ce marchand qu'il existe et cette œuvre qu'il excitait. Cette sculpture de l'île de Pâques qui avait disparu, on l'a retrouvée grâce à lui. Regardez, on le dirait habité, envoûté, pénétré. Elle est là, sa solitude, dans l'immortalité silencieuse des œuvres qui l'entourent. Le dimanche, c'est le seul moment où il se donnait, juste avant le déjeuner vers 11h, 1 heure pour lui. Et là, sur la table de réunion, il étalait les photos de tous les objets d'art qu'il aimait. Et donc, il a noté au tempo rouge telle œuvre d'art, tel bronze chinois, telle statue africaine. Puis ensuite, il rangeait ça et il refermait ça de manière encore très enfantine ou très scolaire dans un dossier où tout était impeccable, qu'il mettait dans le cartonnier de son bureau. Et il fallait qu'il attende sa semaine de travail, au fond, comme tout le monde, pour retrouver ce moment le dimanche suivant. Et il le faisait tous les dimanches. Il constituait son musée imaginaire. Comme il avait dans sa serviette pour les sommets internationaux, des feuilles protégées par un plastique, où il y avait la chronologie de l'humanité, les différentes dynasties chinoises. Donc il emportait avec lui ce qui lui paraissait essentiel, ces éléments d'histoire, et qui très probablement structuraient sa culture. C'est quelqu'un qui avait besoin d'un espace de liberté, que cet espace de liberté, il l'a trouvé dans l'ailleurs. Désormais, les Français devinent de quoi sa solitude est faite. Mieux encore, ils savent pourquoi leur président est et restera toujours une énigme.
personne ne sait qui est Jacques Chirac. Ni sa femme, ni sa fille, ni les gens qui peuvent l'avoir approché comme collaborateur, puis dans un cadre familial comme moi. Il y a des vérités intérieures profondes qui n'appartiennent qu'à lui. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'il exerce une fascination sur son entourage. Il est à la fois incroyablement proche, incroyablement attentif et incroyablement absent et inaccessible. Et cette solitude-là, c'est la solitude du pouvoir poussé à l'extrême et son usure, parce qu'il est arrivé à un point où 1% des Français souhaitaient qu'il se représente. Jacques Chirac, dans ces moments de solitude, n'est pas un homme malheureux. C'est dans ce moment de repli que, tout d'un coup, on prend la mesure du monde, de l'humanité, de la fraternité avec les uns et les autres. Et aussi, dans ce cas-là, il y a à la fois quelque chose de l'ascèse et il y a quelque chose également d'une juste réflexion pour soi. Il a, dans ces moments-là, probablement un sentiment de plénitude. Voici un postulant à la succession, si bien fabriqué pour conquérir le pouvoir qu'on l'imagine volontiers incapable de se rendre compte qu'il est arrivé à son but. On veut changer ou on veut continuer? Je veux changer. Et je changerai sans tabou. Il suffit de l'observer, de près. Jamais cet homme ne s'arrête. Quand il promet de le faire le lendemain de sa victoire, ne serait-ce que pour commencer à rassurer ses compatriotes, c'est pour aussitôt transformer ce moment de grâce en stupéfaction. Vous êtes prêt à assumer la fonction? Oui, bien sûr. Bon. Mais est-ce que vous avez dit qu'il fallait quelques jours, si vous êtes élu, quelques jours après l'élection pour vous isoler, réfléchir avant de décider? Oui, si les Français m'élisent, eh bien je prendrai quelques jours pour oublier le fracas de la campagne électorale. Je ne vais pas vers cette responsabilité de façon insouciante. Je suis très conscient de la difficulté de la tâche. On se dit, bon, il va se préparer à la fonction, et comme un grand sportif. Et puis pas du tout, le contraire, c'est-à-dire ce qu'on appellera le bling-bling un peu plus tard. Devant le Fouquet's, les badauds surpris voient débarquer le vainqueur de l'élection présidentielle. Retraite qui finalement s'est terminée sur le yacht de Bolloré lorsqu'au Fouquet's, son épouse a préféré plutôt partir avec lui directement. Et là on se dit, drôle de retraite, et retraite assez peu spirituelle. Le yacht en Méditerranée, en maillot de bain, avec la famille. Enfin on imagine qu'il y avait des cacahuètes, du whisky et du champagne. Et donc oui, certainement, 3 ou 4 jours, j'aurai besoin de cette période de silence et de préparation. Je pense qu'il le pense au moment où il le dit. Simplement, 10 minutes après, il peut dire le contraire et aussi le penser. Si on a compris ça de Nicolas Sarkozy, on a compris le fonctionnement. Je pense que Sarkozy, il dit toujours la vérité, simplement il change de vérité toutes les minutes. Comprend-il que ce palais qui désormais l'accueille est une tour d'ivoire qui va le contraindre à la solitude? S'est-il déjà demandé si la sérénité, la mise à distance et le silence ont quelque chose à voir avec son magistère? Si l'agitation est compatible avec l'exercice des responsabilités? Je pensais un peu naïvement qu'une fois que la campagne serait terminée, on allait s'asseoir autour de la table, longuement, et qu'on allait se faire un calendrier de gouvernement, en disant ça on va le faire maintenant, ça on le fera plus tard. Ce séminaire, de la manière dont on allait organiser la mise en œuvre du programme, ce séminaire n'a absolument pas eu lieu. Et arrivent à la présidence de la République des hommes qui ont su conquérir le pouvoir, mais qui en réalité n'ont pas réfléchi à la manière de l'exercer. Le jour de la cérémonie d'investiture, il y a un certain nombre d'étapes. Il va déposer la gerbe à la statue de Georges Clémenceau, puis Général de Gaulle, puis après l'hommage à Guy Môquet. C'est un exemple, non pas du passé, mais pour l'avenir. Il ne repasse même pas par l'Élysée, on part en Allemagne pour aller voir Angela Merkel, pour faire un signe. Moi, je comprends à ce moment-là tout de suite
que le président va présider comme il a fait sa campagne, c'est-à-dire de manière très médiatique, en continuant à faire du storytelling. Le premier Tour de France que j'ai suivi, c'est 1969. Et depuis, j'ai suivi les Tours de France chaque année, comme spectateur, comme supporter. Ce passage entre le rythme de la campagne et l'action gouvernementale ne se fait pas tout de suite. Il se fait en réalité en plusieurs semaines, en plusieurs mois. Il y aura notamment en matière d'armement. J'avais à l'époque fait couler un peu. Le vrai virage se fait en septembre, octobre, novembre 2007. Il se rend compte à ce moment-là que ses collaborateurs se détestent. Il continue à nous garder toute sa confiance à titre individuel, mais il se met à nous détester collectivement. Et c'est à ce moment-là que se met en place un cloisonnement des équipes et un cloisonnement des décisions. Croyez gouverner en équipe. Tout le monde a un peu le mythe Kennedy en tête, c'est-à-dire on va faire comme John Kennedy, on va se réunir régulièrement, les meilleurs, on va discuter. Il y a à un moment donné une période de collégialité, où là il prend l'avis des uns, des autres. Et puis il y a une période d'isolement, où là il ne souhaite plus avoir l'avis des uns et des autres. Et là il s'isole pour prendre la décision finale. C'est pas quelqu'un qui prendra une décision dans le brouhaha, dans un univers de discussion permanent. Donc c'est quelqu'un qui aime le silence, contrairement à ce qu'on peut croire. Moi, j'ai été élu pour agir. J'ai été élu pour conduire un mouvement de réforme sans précédent. Écoutez, j'essaye de faire mon travail le mieux possible. J'y consacre un temps infini. Je suis président de la République. De moi, on attend des décisions, des actes et du concret. Sarkozy, il présidait plus comme un Premier ministre, c'est-à-dire il est toujours dans l'action. Ça, il est efficace dans l'action, d'ailleurs, et puis souvent, il connaissait très bien les dossiers, mais il réfléchissait pas. J'ai été élu pour faire. J'ai commencé à travailler à la première minute de mon quinquennat. Je ferai jusqu'à la dernière minute de mon quinquennat. Les Français constataient que Nicolas Sarkozy était toujours en mouvement, qu'il avait toujours besoin d'être entouré. Ils étaient sûrs qu'avec Nicolas Sarkozy, ayant besoin sans cesse du regard des autres, d'être apprécié, aimé des autres, ils pouvaient être certains qu'une fois à l'Élysée, il ne s'extrairait pas de ses responsabilités. C'est notre façon de dire que l'exercice solitaire du pouvoir peut être perçu comme une façon de s'échapper des comptes à rendre aux Français. Chose étonnante pour un homme d'expérience et d'autorité, Nicolas Sarkozy découvrira, quelques mois seulement après l'onction du suffrage universel, la vérité de ce pouvoir si convoité. Une vérité qu'il n'a jamais voulu entendre ni même imaginer. Celle de constater son impuissance à changer seul le réel. La salle du Congrès de Versailles en ce dimanche, c'est le calme avant la tempête. Demain, sénateurs et députés envahiront les jardins du château pour statuer sur l'avenir de la réforme des institutions voulue par Nicolas Sarkozy. La réforme constitutionnelle faisait partie de son programme présidentiel. Il était très convaincu qu'il fallait faire cette réforme. On avait d'abord fait travailler un comité présidé par Édouard Balladur, qui lui était assez allant sur l'idée d'une réforme constitutionnelle. Contre toute attente, lorsqu'il a fallu procéder à la réforme, il s'est retrouvé extrêmement seul, parce que l'essentiel des responsables politiques autour de lui, en réalité, ne soutenaient pas la réforme ou la soutenaient de manière très, très molle. On se retrouve dans une réunion et très curieusement, une à une, la plupart des propositions sortent du débat. Progressivement, on abandonne l'idée de réformer le 49.3, l'idée de partager l'ordre du jour avec le Parlement. Moi, j'étais assise à côté de lui et je le regarde et je me demande un peu ce que lui en pense, évidemment. Je ne peux pas croire un instant qu'il est satisfait de la manière dont la réunion se déroule. Et puis la réunion s'arrête là. Et le président me rappelle, plusieurs heures plus tard, en me demandant de passer dans son bureau parce qu'il avait quelque chose à me dire. Au moment où je sors du bureau, il me dit « À propos de cette réunion, qu'est-ce que vous en avez pensé ?» Et là, je me suis dit « C'est maintenant ou jamais ». Et je me retourne et je lui dis « Cette réunion était catastrophique ». Alors il est
Il me regarde et il me dit « C'est-à-dire, asseyez-vous ». Lui-même a réalisé pendant la réunion que, vu ce qui était en train de se passer, en réalité, les bonnes décisions n'allaient pas en sortir. Et c'est lui-même qui s'est dit, ces décisions, je vais les prendre seul et je vais les prendre avec ma collaboratrice qui suit la réforme. Ce jour-là lui a probablement traversé l'esprit qu'une montagne, si impressionnante soit-elle, peut en effet accoucher d'une souris, bien plus insignifiante encore qu'il ne le croit. Alors il s'agite. T'as qu'à venir si tu veux des résultats. Qu'est-ce qu'on veut des résultats aussi, quoi? C'est la rue qui va faire plier. Je vous dis quelque chose. La rue, elle fera pas plier. Quitte à se retrouver seul quand il faut répondre à ceux qui ne font plus de différence entre le chef de l'État et Nicolas Sarkozy. Le port du Guilvinec ce matin, Nicolas Sarkozy face à la colère des pêcheurs. Je viens pour vous aider. Il est temps de faire quelque chose, bien sûr. Mais c'est toute la France. C'est toi qui as dit ça? Descends un peu le dire. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs. On rentre dans une spirale médiatique émotive, c'est-à-dire que ce qui fait l'audience et qu'il s'agit ensuite de capter par les médias, c'est souvent l'émotion, la morale, la polémique. L'information permanente avec la presse permanente, les télévisions permanentes qui veulent à manger tout le temps, ils doivent fournir sans arrêt. Et puis il y a les réseaux. Et les réseaux aussi, ils doivent nourrir sans arrêt. Donc comment être dans la solitude s'il y a tous ces ogres autour de vous ? Bonsoir à tous. L'actualité de ce mardi dominée par la mort de 10 soldats français en Afghanistan. 21 autres ont été blessés dans des combats qui ont opposé des insurgés talibans aux forces de l'OTAN à l'est de Kaboul. Il aura fallu plus d'1 an. La mort de 10 jeunes soldats français en Afghanistan et un traumatisme national relayé en direct par la télévision pour que les Français découvrent un autre visage de Nicolas Sarkozy. Sincèrement, à l'unisson de cette douleur qui n'en finit pas de s'épancher autour des cercueils et des familles, le premier président de la Ve République à n'avoir jamais fait la guerre semble incarner là, immobile et glacé, la gravité extrême de sa fonction. Cette force de l'État, vous n'en avez pas toujours conscience lorsque vous arrivez au pouvoir, et malheureusement, vous en avez conscience lorsque des décisions ont été prises et amènent à la mort. Ce sont des vies détruites qui, ici, viennent obliger le chef de l'État au silence et à la compassion, à l'introspection sans doute. Est-ce le faste funéraire qui l'empoigne à ce point, ou simplement l'idée qu'au nom de la France, le candidat intrépide à l'exercice suprême endosse ce jour-là une responsabilité morale dont il n'avait pas imaginé qu'elle le transcenderait. Ce qui se passe dans la tête du chef de l'État, c'est précisément un moment de solitude. C'est-à-dire qu'il sent peser sur lui une charge immense. Aujourd'hui, la tristesse et le chagrin anéantissent les familles, mais l'émotion étreint chaque Français. Aujourd'hui, c'est le temps du recueillement. Et c'est sans doute peut-être un des moments les plus émouvants, sans doute un des moments les plus durs à assumer. Et c'est sans doute, je pense, pour lui, un moment ou un des moments les plus terribles. Qu'a-t-il appris du pouvoir solitaire, des courtisans, de l'histoire, de cette langueur des protocoles qui obligent au silence, de ce réel qui vous résiste, quitte à faire du déni et du mensonge la bravade ultime de celui qui ne veut plus voir, ni entendre, ni écouter. L'une de mes grandes fiertés, c'est en 5 ans de n'avoir reculé devant aucune réforme, de n'avoir jamais cédé à la pression de la rue et en même temps d'avoir conduit autant de réformes
sans violence, alors même que la crise avait accru les tensions. Il est arrivé au pouvoir, voilà, il avait comme un jouet, quoi. Et c'était, voilà, et puis il appuyait sur les boutons, ça répondait pas, mais il continuait à appuyer sur les boutons. D'ailleurs, au bout de 5 ans, il continuait à appuyer sur les boutons, ça marchait pas. Je suis pas sûr qu'il se soit rendu compte donc de sa solitude, mais il était seul. Évidemment qu'il était seul. Il est le premier président de cette République à n'avoir jamais été ni ministre, ni Premier ministre. Le seul à ne pas savoir ce que représente la réalité physique de l'exercice du pouvoir. Il l'a juste entreaperçu. Moi, j'avais connu cette maison quand j'étais le collaborateur de François Mitterrand, il y a 30 ans. Ce qui m'a étonné, c'est que rien n'avait vraiment changé. On peut devenir chef de l'État sans avoir été Premier ministre ou ministre, mais cet homme qui dit je vais aller voir Angela Merkel, il prend l'avion et d'un seul coup la foudre tombe sur l'avion est obligé de rentrer ou presque, et on se dit ça commence mal. Alors on hésite, on cherche. Seul, prisonnier d'un protocole plus subtil encore qu'il ne l'imaginait. Il a rencontré Angela Merkel, mais finalement, elle lui a dit « Pourquoi tu fais le voyage? Ça sert à rien, rentre chez toi. » Et dès à présent, on se dit mais il a dû découvrir effectivement, pour le coup, l'immense solitude du pouvoir. Il n'aura pas fallu 3 mois pour que ce président que l'on dit hésitant tranche devant l'histoire. Dès le mois de septembre, en fait, il y a eu les tensions et les risques qui se sont manifestés au Mali. Et on craignait que tout cela ne se coagule. Et il y avait le début des exactions, entre autres à Tombouctou. En janvier, on voit bien que les choses sont en train de tourner autrement dans le sud du Mali. On se parle au téléphone, souvent. On me dit, qu'est-ce que tu as comme dernières informations? Où en sont-ils? Comment il faut interpréter tout ça? Je lui dis, c'est grave. Les nouvelles remontent jusqu'au chef d'état-major des armées, puis sont triées, hiérarchisées, avant d'être lues dans le silence feutré de son bureau. Seul. Debout de préférence, porte fermée. La question qui se pose assez vite, c'est qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que notre crainte était la jonction entre les différents groupes. Et finalement, cette jonction se fait le 7 janvier. Mais pour l'heure, personne ne sait si le chef de l'État va déclarer la guerre. Seul son visage parle. Aussi étonnant que cela puisse paraître, François Hollande ne dit rien de sa décision. Sa garde rapprochée en est réduite à supputer, à faire comme si. Le président, à un certain moment, qui est toujours réservé, devient plus froid. J'ai la conviction qu'il va le faire. En tout cas, nous, on se prépare pour la décision. Sa gravité inhabituelle n'est pas feinte. Il sourit moins, économise ses mots, puis s'enferme. Je crois qu'il y a une intuition de cette solitude. Il y a un moment où les choses ne se disent pas. C'est imperceptible. Mais nous qui travaillons avec lui en permanence, on comprend que la décision est prise. Puis le président de la République fait une petite réunion dans son bureau, on fait le point, et il convoque le Conseil de défense. Lorsqu'on arrive en Conseil de défense, le vendredi 11, tout le monde sait en entrant que la décision est prise. On attend qu'il nous la dise, tout simplement. Bon, ce Conseil de défense. Pour la première fois depuis son élection à la tête de l'État, François Hollande pressent physiquement le drame qui se noue. Quand on dit tu as le pouvoir de vie et de mort sur des gens, c'est pas exactement la même chose que quand on se retrouve avec un chef d'état-major qui nous dit voilà ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le président, est-ce qu'on attaque, oui ou non, et qu'on doit dire oui ou non. Aujourd'hui, nous le savons, nous sommes non pas seuls, mais nous sommes les premiers. Le président de la République dit bon, on va intervenir, à quelle heure intervenons-nous? Se tournant vers moi, je dis à 17h.
y a eu des débats, attention. Pour une fois dans sa vie politique, il a pris une décision, je dirais, par instinct, par une sorte d'instinct qui le conduit à dire « oui, la France a quelque chose à faire au Mali ». Très bien, belle opération. Voilà l'ancien président du Conseil général de Corrèze, devenu en quelques semaines l'acteur planétaire d'une séquence de l'histoire comme la France les aime. Sentiment de fierté, de puissance, d'utilité. Son président est écouté, aimé même. Le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes venant du Nord, dont le monde entier sait désormais la brutalité et le fanatisme. En conséquence, les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Et malheureusement, il y a eu un premier mort à 17h. Le président n'a rien dit. Il a accusé le coup, c'était... Il est évident que les chefs de l'État s'inscrivent dans l'histoire par des événements qui dialoguent avec la mort. Il est le seul à porter le poids des conséquences de sa décision et vivre cet état second que d'autres avant lui ont connu, celui d'avoir eu au nom de la France à déclarer la guerre. Qui pouvait imaginer que ce 2 février 2013, François Hollande vivrait, ici au Mali, le plus beau jour de sa vie. C'est si visible que la caméra décèle une once d'émotion chez ce président que la pudeur caractérise. Et moi, je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Eh bien là, il est agi par l'imaginaire français, de sorte que c'est le besoin de projection dans l'espace et le temps qui fait sa décision et qui fait que momentanément, les Français le suivent. Pas très longtemps. Sitôt l'état de grâce de la séquence malienne refermé, le Hollande bashing déferle. Le Hollande bashing, littéralement le dénigrement du président, s'est-il imposé? Ces attaques, ces critiques ont-elles atteint un niveau inédit, comme le déplorent les soutiens du président de la République, ou bien, comme pour Nicolas Sarkozy, est-ce désormais le lot commun de tout chef d'État sous la Ve République? Sur la toile, sur les réseaux sociaux, les plateaux télé, dans la presse de droite, comme de gauche. On ne cherche pas à être impopulaire. Donc ce n'était pas un objectif que je m'étais fixé. Mais on ne décide pas de sa popularité non plus. Ce que j'ai voulu dans cette première année, ce n'est pas être populaire. Est-ce du déni, de l'aveuglement ou de la fuite en avant? Mais rien ne semble froisser cet homme au costume bleu impeccable, taillé comme un bouclier. Gouverner, c'est pleuvoir, dira-t-il, imperméable à la vindicte comme aux éléments. C'est étrange parce que, comme c'est une personne en plume de canard, c'est-à-dire que tout a l'air de glisser, au fond, qu'est-ce qu'il y a sous les plumes? Qui est sous les plumes? Arrêtez s'il vous plaît de vous complaire dans une espèce d'attitude qui consisterait qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut attendre le prochain scrutin. Non. Chacun mesure alors la solitude de ce président mal aimé. Sa capacité aussi à encaisser un désamour inédit dans les annales de la Ve République. Record d'impopularité, absence de majorité, mécontentement et revendications en tout genre. Comment présider la France seul contre tous?
En vous écoutant, je me demande même si je pourrais poursuivre. Et même si l'humour lui sert de pis-aller, si sa bonne humeur et son sérieux semblent donner le change, François Hollande est seul, dans les dîners, à l'Élysée, comme au sein de sa majorité. Président Hollande la vie, cette solitude, je pense, avec un certain détachement sur lui-même, peut-être même parfois une ironie responsable sur son propre comportement, mais il est dans la solitude. Je crois qu'on respecte la solitude, mais qu'on aimerait savoir qui est celui qui est seul. Et on ne le sait pas. C'est un mystère ou est-ce que c'est une fuite ? Lui-même, hier, a décidé de prendre le train pour aller à... Prisonnier volontaire d'un spectacle médiatique dont il est à la fois le héros et le metteur en scène, l'improbable président normal ne cherche dès lors rien d'autre qu'à engranger des résultats, les annoncer, les commenter. De la simplicité et puis en même temps de l'action. Chacun, à ces moments-là, ne peut s'empêcher de constater à quel point décider relève du pouvoir solitaire d'un homme. Je n'ai cessé de décider depuis que je suis là. De ce point de vue-là, j'ai appris ce que c'est qu'être président. C'est décider. Avait-il besoin de déclarer devant tout le monde que son métier est en effet de décider? Veut-il rassurer, être rassuré, ou simplement rappeler haut et fort qu'il est seul contre tous? Pour contrarier son impopularité, le voilà prêt à faire partager aux Français l'exercice intime de son pouvoir. Organiser sa transparence, en faire une arme de séduction massive. Où c'est ça? C'est où ça? Le président veut-il une fois pour toutes désacraliser la fonction ou prendre à témoin les Français de l'infinie solitude qu'elle dissimule? Si, à ce point, l'opinion et les médias veulent savoir ce qui se passe dans les coulisses en désacralisant la fonction, demandez-nous un café, notamment présidentielle, c'est d'abord parce que les présidents ne donnent pas à voir là où ils veulent conduire le pays. Ça viendra, c'est en disant qu'ils ont un avenir. Comme son prédécesseur Nicolas Sarkozy, François Hollande est fasciné par le flux d'images et de sons, par la présence récurrente de caméras et de micros. Aucun répit. Les gestes et les mots se répètent sans cesse, s'épuisent d'eux-mêmes, jusqu'au point de ne plus convaincre. L'exigence médiatique aujourd'hui, c'est une exigence non seulement de visibilité, mais même d'hypervisibilité. La toute dernière génération de présidents de la République est une génération de présidents qui sont très entourés, qui sont très attentifs aux avis des uns et des autres. Quand l'équipe de Charlie Hebdo a été froidement abattue, quand le président de la République apprend l'information et qu'il quitte tout, il est accompagné de son conseiller en images. Il y a une visibilité du pouvoir à mettre en place qui n'est pas simple et en même temps, il faut essayer de ne pas tomber dans cette omniprésence du visible parce qu'elle est antinomique même de la solitude du pouvoir. François Hollande, porte-parole de lui-même, figure de proue d'un pouvoir qui se dédouble, se démultiplie, se fractionne en autant de parcelles de confidence et d'intimité que d'invitation à le comprendre, l'aimer ou l'empoigner dans sa besogne solitaire, un stylo à la main. François Hollande est un homme solitaire qu'il laisse peu de place à la confidence. C'est pas du secret, c'est l'inverse du secret, c'est sa grande liberté. Je crois que c'est ça le sens. La solitude lui offre sa liberté. La démocratie, qu'elle aime ou qu'elle déteste, de toute façon, il lui faut un point de rencontre. Ce point de rencontre, c'est le président.
Fini le lyrisme flamboyant d'un De Gaulle ou d'un Mitterrand incarnant le rêve de grandeur. Terminer les injonctions planificatrices ou réformatrices des Pompidou, Giscard ou Chirac. Quinquennat oblige, l'exercice du pouvoir se vit au mieux dans le présent, au pire dans l'instant, plus de temps pour le temps. Nos présidents paraissent désormais si démunis face à leur ambition de changer le monde que leur impuissance politique nous inquiète. Leur solitude ne nous émeut plus, mais c'est la nôtre qui, aujourd'hui, commence à nous peser. À voter.